Ah là là, quoi de plus cliché pour commencer une vidéo qu'un soupir nostalgique. Beaucoup de trucs, mais quand même, System Shock, ça vous dit quelque chose? Dans le cœur de beaucoup c'est le cas, mais le jeu remonte tout de même à 1994 et il m'est aisément facile de comprendre que les plus jeunes ne connaissent pas, ou du moins n'y aient jamais joué, en grande partie parce que c'est aussi mon cas pour le premier opus. Je ne suis cependant pas sans savoir qu'il fait partie avec Thief, Deus Ex et Arx Fatalis de la très restreinte lignée des Immersive Sim, un genre né au début des années 90 et mort au début des années 2000. Bon, pas mort, plutôt sous respirateur artificiel. Mais à part Deus Ex et les jeux d'Arkane Studio, ça court pas les rues les Immersive Sim aujourd'hui. Alors quand est annoncé un certain BioShock pour 2007, successeur spirituel de System Shock 2, la foule avait de quoi être joyeuse et l'attendre de pied ferme. Mais tous ces gens étaient loin de se douter que BioShock allait surpasser de loin leurs espérances. Bienvenue dans cette critique. BioShock est un chef-d'œuvre, je le sais, tu le sais, nous le savons, tout le monde le sait, c'est une pièce maîtresse du jeu vidéo. Aussi, au lieu de faire planer le mystère de si j'ai aimé ou pas, oulala quel suspense, je préfère vous exposer les raisons pour lesquelles ce jeu devint une référence à l'époque de sa sortie, et pourquoi il est toujours essentiel d'y jouer aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore fait. Sorti donc en août 2007 sur PC et 360, puis en octobre 2008 sur PS3, c'est un jeu édité par 2K et développé par Irrational Games, mais porté sur PS3 par 2K Marine. Et ce qui est drôle, c'est que de 1, Irrational Games, ce sont les papas de System Shock 2, de 2, 2K Marines est composé d'anciens d'Irrational Games, et de 3, BioShock 2 est co-développé par 2K Marine et Arkane Studio. Tout se recoupe, c'est super simple, en tout cas ça avait de quoi enthousiasmer. Tout commence donc dans un avion où Jack, le protagoniste, se dit promis à un grand avenir. Et l'avion se crache en mer. Bon, visiblement seul rescapé, Jack nage jusqu'à un phare, placé là, en pleine mer, quelle heureuse et scriptée coïncidence, il rentre dedans, il trouve une bathysphère qui le fait descendre dans les profondeurs marines et... Wow. Non mais... Wow. Après 4 ou 5 nouvelles parties, ça fait toujours le même effet. Parce que Rapture, nom de cette cité sous-marine, est extraordinaire sur sa forme et sur son fond. Une fois le voyage terminé, l'on découvre, là où devrait se dresser une utopie libre de tout problème sociaux, religieux ou politique, un monde de ruines, de sang et de folie. Mais que s'est-il donc passé? Eh bien en fait, lorsqu'Andrew Ryan, jeune et riche propriétaire de Ryan Industries, spécialisé dans l'armement, assiste au bombardement d'Hiroshima, point culminant de la cruauté humaine, il décide de claquer toute sa fortune dans la construction d'une cité sous-marine où ne vivraient que les personnes les plus riches et les plus brillantes, un paradis capitaliste. Et ça a marché. Pendant un temps, puisqu'un ancien contrebandier qui s'était entre-temps rangé, Frank Fontaine, décida que Rapture avait peut-être besoin d'un chef quand même. Et c'est très vite parti en sucette lorsque Fontaine usa de l'Adan, des cellules souches instables à propriété curative, et octroyant même des pouvoirs à l'utilisateur découverts par le docteur Tenenbaum. Sauf que l'Adan cause aussi une dépendance, et à forte dose, les dégâts causés sont aussi bien mentaux que physiques. Donc ouais, c'est bien parti en sucette. Les seuls humains normaux sont cachés, menacés par les chromosomes, dopés à la dent, qui n'ont d'humain plus que la carcasse. Jack va d'ailleurs très vite faire leur connaissance, et va aussi rencontrer par radio Atlas, qui va être son guide, et donc le nôtre, à travers Rapture. Rapture, qui est juste absolument sublimissime. Même outre l'aspect technique, qui est tout de même sacrément réussi et toujours tout à fait appréciable aujourd'hui, le design, les couleurs, l'ambiance sous-marine de la cité sont juste bluffants. Parce que le mélange ruine du passé et horreur d'aujourd'hui donne à la fois le sentiment de progresser dans un environnement qui interagit avec lui-même, et pas seulement avec le joueur, puisqu'il n'est par exemple pas rare d'entendre des chromosomes discuter avant de vous repérer, mais ça donne aussi le sentiment que la ville a un passé et qu'elle n'a pas uniquement été créée comme joli décor de jeux vidéo. Et puis merde, c'est original! De placer l'action dans un tel endroit ne s'est à ma connaissance jamais fait et le background ne semble pas vu et revu. Et cette richesse doublée de crédibilité se reflète aussi dans le gameplay, parce que l'histoire de Rapture justifie toutes les mécaniques de jeu. Toutes. À part l'interface. Pas toutes. L'on trouve des armes, des munitions, de l'argent, des fioles de soins un peu partout dans Rapture. C'était la guerre civile. Les zones de jeu sont adaptées aux fusillades. C'était la guerre civile. Jack a des pouvoirs. C'est qu'il s'est injecté des plasmides à base d'Adan qui, rappelons-le, modifient l'ADN et donnent certains pouvoirs. Et il ne devient pas accro. Oui, tiens, oui, merde, il devient pas accro. Bon, en fait, on estime que si, même si c'est jamais vraiment dit. On peut améliorer sa vie, sa puissance, ses armes, ses pouvoirs. Oui, grâce aux fortifiants dérivés de l'Adan, à l'Adan lui-même et à des stations d'amélioration d'armement. On meurt et on réapparaît. Oui, grâce au Vital Chambers qui ressuscite quiconque meurt à Rapture. On réapparaît mais pas les chromosomes. Oui. Mais là, je peux pas vous en dire plus sous peine de spoil. Et je peux continuer un moment comme ça. Oui, la mort est diégétique. BioShock, c'est un peu le Dark Souls des FPS, hein. Et je me demande pourquoi ils ont pas fait la comparaison à la sortie de BioShock. Pour s'attarder un peu plus sur le gameplay et en mettant les plasmides de côté, le jeu reste un FPS bien bourrin. Parce que vous pouvez, si vous le souhaitez, délaisser totalement les pouvoirs pour privilégier le plomb le plus simplement du monde. Parce que c'est pas une méthode de jeu très subtile, mais le combo fusil à pompe plus moteur physique incluant le ragdoll fait toujours son petit effet satisfaisant.
Ceci dit, en plus d'être assez difficile de se passer des plasmides, les munitions se faisant rares, surtout les gratuites, ce serait dommage de se priver des pouvoirs, simplement parce que c'est un pan entier du jeu que vous passeriez à la trappe. Le level design est en effet conçu de manière à toujours pouvoir utiliser ces plasmides plus intelligemment et plus efficacement que de simplement viser un ennemi. Je vous rappelle que nous sommes dans une ville sous l'eau, où il y a beaucoup de fuites, et que votre premier plasmide est l'électricité. Il sera donc toujours plus efficace de viser une flaque d'eau dans laquelle plusieurs ennemis se trouvent pour gagner du temps et économiser de l'EV. L'EV, c'est le carburant des plasmides, symbolisé par la barre bleue qui se vide à mesure d'utilisation. Et paf, encore une mécanique de gameplay justifiée dans la diégèse. Après, je vous parle de l'électricité, mais il y a les tâches d'essence pour le feu, les grenades des ennemis pour la télékinésie. Les interactions sont multiples et très bien pensées. Si vous décidez de vous spécialiser dans le piratage, les tourelles et les distributeurs automatiques seront vos amis, par exemple. Vous avez le choix de l'approche. Peut-être pas aussi poussé que dans System Shock 2, mais Bioshock compense avec d'autres éléments, à commencer par sa mécanique RPG. Parce que même s'il n'est nullement question d'acquérir de l'expérience, l'Adam fera tout de même un peu office de remplaçant. Sauf que l'Adam, on ne l'obtient pas comme ça sur le premier ennemi venu. Bien au contraire. Parce que le docteur Tenenbaum, la madame qui a découvert l'Adam, eh ben, c'était en très petite quantité qu'elle en trouvait, et sur des espèces de limaces. Ainsi, pour multiplier jusqu'à 30 la quantité d'Adam récoltable par limace, Tenenbaum décida de les implémenter dans l'estomac d'un hôte humain. Des petites filles, modifiées génétiquement, et appelées les petites sœurs. Et là vous vous dites, c'est des gamines qui sont si dangereuses. Oh non non, je pensais plutôt au scaphandrier de 2,50 m d'une tonne surpuissant et avec une foreuse à la place de la main qui les accompagne partout. Les Big Daddies, ou Protecteurs, la mascotte du jeu, une des figures les plus emblématiques du jeu vidéo. Qui sont en fait des criminels modifiés génétiquement et dans un état de stase greffé au scaphandre, voilà. Mais ça fait un peu moins rêver. Et donc dans le jeu, ça se retranscrit de la manière suivante. Il y a un nombre défini de petites sœurs et donc de Big Daddies par zone. À croiser comme cela, ils sont inoffensifs puisque créés pour protéger les petites sœurs. C'est donc systématiquement vous qui tirerez en premier. Et je vous garantis que ce ne sera pas un combat de tout repos. Une bonne préparation est nécessaire, ainsi qu'une utilisation intelligente de l'environnement. Après... vous vous démerdez, hein. Une fois l'obstacle franchi, vous voilà devant la petite sœur. Et là, un choix s'impose à vous. Soit vous la sauvez et vous récupérez votre Adam, tranquillement, soit vous la tuez, et vous obtenez le double d'Adam. Et l'Adam, c'est plus de vie, plus de pouvoir, plus de puissance, rappelez-vous. Et au-delà de l'éthique qu'impose ce choix, c'est carrément la fin du jeu qui sera influencée. Je ne vous dis pas comment, je vous laisse la surprise et le soin de faire votre choix. Moi, je les ai toutes tuées, hein. Et bah désolé, quand je me sens oppressé, je tue des enfants. IRL. Et quand on voit qu'à ces heures perdues, Bioshock emprunte quelques codes du Survival Horror, il y a de quoi se sentir oppressé. Surtout qu'au-delà des taches de sang, des jeux d'ombre et autres astuces plus conventionnelles, le jeu opte, ajouté à la vue à la première personne, pour un champ de vision plus restreint que la moyenne. Bon, apparemment ça plaît pas à plein de joueurs, parce que c'est moins confortable. Eh bah... oui, c'est le but, en fait. Un jeu vidéo n'est pas forcé de vous placer dans votre zone de confort. Nier Automata, The Beginner's Guide, ça ne parle à personne. Et puis c'est vraiment chercher la petite bête, hein, vu tout ce que le jeu fait d'appréciable à côté. Le scénario, par exemple. Autant celui qui vous est imposé, avec entre autres narration réussie, doublage VO et VF de qualité, et twist vraiment très cool. Mais aussi le scénario facultatif, qui nous permet d'en apprendre plus sur Ryan, Fontaine, Tenenbaum, Souchong, le créateur des Protecteurs, et Rapture en général, au travers d'enregistrements trouvables ici et là durant votre exploration de Rapture. Parce que même si le jeu peut se faire de manière parfaitement linéaire, il vous est à tout moment possible de ne plus suivre la flèche et sortir des sentiers battus pour explorer à votre bon vouloir. Ça, c'est 3 glaçons dans le cocktail de la crédibilité. Et la petite rondelle de citron, c'est la bande son. Je vous ai dit que les doublages étaient de qualité, mais de 1, la VO est quand même mieux que la VF, même si cette dernière se démène très bien. Et de 2, bah il y a autre chose que les doublages dans une bande son. À commencer par les bruitages. Et putain, ces bruitages, entre les cris des chromosomes, les grognements des Big Daddy, les craquements du verre sous la pression de l'eau et... la musique, c'est une réussite totale. Ici, pas de musique originale, seulement des déjà existantes, provenant des années 30 à 60, et entièrement diégétique. Si vous entendez de la musique, c'est que Jack entend de la musique. Et la musique en question est à base de jazz, de swing et de blues, passée au phonographe. Et c'est vraiment trop génial. Un petit Beyond the Sea de Django Reinhardt entre Savant et Rob Zombie, c'est très appréciable. Et finalement, de la quinzaine d'heures que dure le jeu, il n'y a que 2 petits détails que je pourrais lui reprocher. Le premier est que de devoir alterner entre armes et pouvoirs n'est pas très ergonomique, surtout à la manette. Mais peut-être que c'est pour accentuer la mécanique survie. Je suis pas convaincu. Le second aspect que je trouve décevant, c'est le concept même des Vita Chambers, qui atténue énormément la peur de mourir. Parce que oui, on perd de l'argent, mais on regagne de la santé, de l'EV, des munitions, et les ennemis morts sont toujours morts. Sur l'aspect scénaristique, ça se justifie, mais en mécanique de jeu pur et dur, ça enlève beaucoup du challenge. C'est plus un problème de mourir.
Et attention, hein, je veux pas entrer dans le « Ah, tu finis pas tes jeux en ultra difficile, t'es pas un vrai joueur ». C'est jusque là, sans entrer en conflit avec le sentiment de stress que le jeu veut poser. Mais Bioshock reste un jeu maîtrisé de bout en bout que je ne peux que vous encourager à faire ou refaire en fouillant Rapture de fond en comble ou en ligne droite, à coups de nuées d'abeilles et d'arcs électriques. Jouez-y à votre manière, mais jouez-y. Parce que c'est un des meilleurs jeux vidéo auxquels vous jouerez dans votre vie. En fait, j'en sais rien, mais je vous le souhaite, et si je vous ai convaincu de replonger dans cette aventure à couper le souffle, je n'ai qu'une chose à vous dire. Plouf! Merci à toi, Plouf, pour m'avoir convié sur ta chaîne, ce fut un vrai plaisir. Si vous avez apprécié ce que vous venez de voir, vous pouvez toujours retrouver le reste de mon contenu sur ma chaîne. Sans blague. Allez, salut!